Bienvenue à toi, explorateur de l'inconnu. Tu viens de franchir les portes de l'inexplicable, là où les certitudes s'effritent et où les mystères s'épaississent. Ici, sur Mystère et Savoir, nous ne nous contentons pas d'écouter l'histoire. Nous la décortiquons, nous l'interrogeons, et parfois, nous la remettons en question. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage hors du commun. Un voyage à travers les âges, les continents et les civilisations disparues. Un voyage où les pierres parlent, où les outils rudimentaires défient la logique moderne, où l'intelligence de nos ancêtres semble frôler le surnaturel. Regarde autour de toi. Que ce soit les pyramides d'Égypte, les temples d'Angkor, les mégalithes de Stonehenge, ou encore les murs cyclopéens de Sacsayhuaman au Pérou, tous ont un point commun. Ils défient la science moderne. Comment des peuples dits primitifs ont-ils pu ériger avec une précision chirurgicale des monuments que nous aurions du mal à reproduire même avec nos grues, nos ordinateurs et nos lasers? Ce n'est pas une simple question d'architecture, c'est un mystère profond, presque spirituel. Était-ce de l'ingéniosité pure, un savoir oublié, une technologie perdue, ou autre chose? Quelque chose que les livres d'histoire ne disent pas, ou ne peuvent pas dire. Dans cette série exceptionnelle, nous allons plonger ensemble dans les arcanes du savoir antique, dévoiler les secrets de la taille de pierre, explorer les anomalies historiques et oser poser les questions que personne n'ose. Si tu aimes les récits qui dérangent, les théories qui éveillent et les histoires qui changent à jamais ta perception du monde, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne Mystère et Savoir, active la cloche et surtout, like cette vidéo pour que l'algorithme sache que toi aussi, tu veux voir plus de vérité que de dogmes. Parce qu'ici, chaque pierre a une mémoire. Et ensemble, nous allons les écouter parler. Prépare-toi à être surpris, à être ébloui, à douter aussi. Car la vérité, parfois, n'est pas ce que l'on croit. Maintenant, installe-toi confortablement. Dans le monde entier, des civilisations anciennes ont laissé derrière elles des constructions si monumentales que même nos machines modernes peinent à les comprendre. Et encore moins à les reproduire. Prenons l'exemple du temple de Baalbek, au Liban. Sur ce site antique, 3 blocs de pierre, surnommés les trilithons, forment une base gigantesque. Chacun de ces blocs pèse entre 800 et 1200 tonnes. Le plus lourd, appelé la pierre du Sud, dépasse même les 1600 tonnes. Là encore, la question obsède les ingénieurs. Comment ont-ils pu découper, transporter et ajuster ces blocs colossaux? Car la carrière d'où ils proviennent est située à plus de 900 mètres du temple, et il n'y a aucune pente douce entre les deux. Des chercheurs modernes ont tenté de simuler le transport de tels blocs avec des moyens classiques, rondins de bois, cordes, hommes, rien n'a fonctionné. Le poids est tel qu'il enfonce le sol et écrase tout sous lui. Alors, comment ont-ils fait? Une erreur de datation? Une aide inconnue? Un savoir oublié? Les archéologues affirment que les Égyptiens utilisaient des outils en cuivre pour tailler le granit. Or, le granit est une roche bien plus dure que le cuivre sur l'échelle de Mohs. Le cuivre est un métal tendre. Le granit, lui, est parmi les plus durs utilisés en construction. Pour donner une idée, pour tailler du granit aujourd'hui, on utilise des disques diamantés tournant à grande vitesse. Et pourtant, dans la chambre du roi à l'intérieur de la pyramide de Khéops, on observe des coupes nettes, parfaitement rectilignes, des trous de forage hélicoïdaux dans des blocs de granit, comme s'ils avaient été percés à la perceuse. L'ingénieur britannique Christopher Dunn, expert en technologie industrielle, a étudié ces anomalies. Pour lui, certaines traces de taille observées sur les pierres égyptiennes ne peuvent pas être expliquées par les outils traditionnels proposés par l'archéologie classique. Il affirme que certaines coupes semblent avoir été réalisées par usinage, un procédé industriel inconnu à l'époque. Et Dunn n'est pas un rêveur. C'est un technicien. Il parle en ingénieur, pas en mystique. Un autre mystère nous attend dans l'alignement des monuments. La grande pyramide de Gizeh est alignée au nord, véritable avec une précision incroyable. Une erreur de seulement 3/60 de degré. Même nos GPS modernes ont parfois plus d'écart. Comment une telle précision est-elle possible sans instruments de mesure modernes?
L'astronome Robert Bauval a démontré que l'agencement des pyramides de Gizeh correspond à la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Selon lui, les anciens Égyptiens ont aligné les pyramides pour refléter le ciel, comme un miroir terrestre du cosmos. Mais pourquoi faire cela? Et surtout, comment? L'idée d'un savoir astronomique hautement avancé chez ces peuples anciens revient de plus en plus dans les études alternatives. Et si ces civilisations avaient été héritées d'un savoir oublié, d'une culture antérieure encore plus ancienne, qui aurait disparu dans les brumes du temps? Le plus troublant dans cette affaire, c'est que ces techniques mystérieuses de taille et d'assemblage de pierres se retrouvent partout sur la planète, chez des peuples supposément isolés les uns des autres. Au Pérou, dans la forteresse de Sacsayhuaman, les murs sont faits de blocs gigantesques, emboîtés parfaitement sans aucun liant, au point qu'on ne peut même pas insérer une lame de rasoir entre eux. À Tiwanaku, en Bolivie, les blocs présentent des entailles parfaites, des angles à 90 degrés, des rainures symétriques, comme usinées par une machine moderne. Au Cambodge, les temples d'Angkor Wat sont bâtis avec une précision géométrique stupéfiante, alignés selon des calculs astronomiques ultra précis, eux aussi. Même en Angleterre, Stonehenge, datant de plus de 4000 ans, utilise des pierres énormes venues de carrières situées à plus de 200 km. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu utiliser les mêmes méthodes sans se connaître? Serait-ce le fruit d'un savoir universel, partagé dans un passé très lointain, avant d'être oublié? Un courant de pensée grandissant suggère que toutes ces civilisations auraient hérité de techniques venues d'une civilisation antédiluvienne, une culture mère disparue, peut-être engloutie, comme l'Atlantide des Grecs ou la Kumari Kandam des Tamouls. Des récits anciens du monde entier parlent d'un déluge, d'un cataclysme qui aurait anéanti une grande civilisation. Et si les bâtisseurs de ces monuments n'étaient pas les premiers, mais les héritiers d'un savoir bien plus ancien? Le chercheur Graham Hancock, dans ses ouvrages provocateurs, affirme que des traces d'une civilisation très avancée ont été volontairement effacées ou ignorées par l'archéologie officielle. Selon lui, les structures monumentales dans des lieux comme Göbekli Tepe, Turquie, plus de 12 000 ans, bouleversent complètement notre chronologie historique. Peut-être faut-il arrêter de considérer la pierre comme un matériau mort. Peut-être faut-il l'écouter, car dans ces blocs taillés, dans ces alignements cosmiques, dans ces proportions mathématiques, il y a un message silencieux mais puissant, celui d'un savoir oublié, d'une intelligence passée, trop souvent sous-estimée. Et ce n'est que le début de notre exploration. Les archéologues traditionnels nous expliquent que les Égyptiens, par exemple, utilisaient principalement des marteaux en dolérite, roche dure, pour frapper le granit, des scies de cuivre avec du sable comme abrasif, des ciseaux et burins de cuivre. Mais voilà. Le cuivre est un métal très tendre, rapidement usé. Et pourtant, dans la chambre du roi de la pyramide de Khéops, les blocs de granit d'Assouan sont taillés avec une rectitude parfaite, formant des angles à 90 degrés, sur des surfaces miroirs. Même chose à Abu Rawash, où certains blocs présentent des coupes droites, si nettes, qu'elles ressemblent à des coupes au laser. La simple logique pose un problème. Si ces outils étaient si inefficaces, comment ont-ils taillé des centaines de tonnes de roches dures avec une précision industrielle? Quelque chose ne colle pas. Le célèbre Christopher Dunn, ingénieur expert en usinage industriel, a analysé les marques laissées sur certains blocs de pierre antiques, en particulier à Gizeh et à Abydos. Il affirme que certains indices pointent vers des traces de sillage rotatif, des entailles hélicoïdales, comme celles laissées par des forêts modernes, une uniformité de pression impossible à obtenir manuellement. Exemple troublant. À l'intérieur de certains blocs de granit, des trous de perçage présentent une spirale parfaite, qui correspondrait à une machine tournant à grande vitesse avec une force de poussée constante. Mais aucune technologie de ce genre ne devrait exister en 2500 AVAJ d'ASC. Alors, s'agit-il d'une erreur de datation? Ou avons-nous affaire à des machines oubliées? Certains artefacts découverts à proximité des grands chantiers antiques ne rentrent dans aucune catégorie connue.
Des objets qui semblent avoir été usinés ou constitués d'un métal dont la composition ne correspond pas à leur époque. Prenons un exemple célèbre. Les disques de Sabu, retrouvés dans la tombe de Sabu à Saqqara, Égypte. Il s'agit de mystérieux objets en schiste, extrêmement fragiles, taillés avec une symétrie parfaite, et dont l'utilité reste inconnue. Les archéologues classiques parlent d'un objet rituel, mais certains ingénieurs, en étudiant sa forme aérodynamique et ses proportions parfaites, ont suggéré un élément rotatif, peut-être même un composant mécanique. Autre cas fascinant, à Tiwanaku, en Bolivie, des chercheurs ont trouvé des éléments en bronze, incrustés dans des blocs de pierre. Ce bronze est d'un alliage complexe, difficile à produire même aujourd'hui sans connaissances chimiques avancées. Un autre courant théorique très controversé, mais fascinant, propose que certaines civilisations ne taillaient pas la pierre, mais la modelaient. Tu as bien lu. Elles auraient utilisé une technologie chimique ou thermique, leur permettant de ramollir les roches comme de la pâte, pour ensuite les mouler à la forme désirée. L'un des premiers à avoir évoqué cette idée est l'ingénieur Joseph Davidovits, qui affirme que les Égyptiens auraient pu reconstituer du calcaire à l'aide d'un procédé chimique ressemblant au béton moderne. Cette thèse expliquerait l'uniformité de certaines pierres, l'absence de marques de taille classique, les angles trop parfaits pour être faits à la main. Mais ce n'est pas tout. Des chercheurs au Pérou ont trouvé dans les murs de Sacsayhuaman des empreintes de doigts fossilisées, comme si la pierre avait été malléable au moment de sa manipulation. Coïncidence? Malentendu géologique? Ou découverte d'un savoir perdu? Et si les outils n'étaient pas que matériels? Et si ces civilisations maîtrisaient des principes mathématiques et physiques que nous ne comprenons toujours pas? Prenons l'exemple de l'utilisation du nombre d'or et de la géométrie sacrée. Ces concepts apparaissent dans des monuments aussi éloignés que la pyramide de Khéops, Égypte, le Parthénon, Grèce, Teotihuacan, Mexique, Angkor Wat, Cambodge. Des proportions identiques, des rapports mathématiques précis, des symétries astronomiques. Ces savoirs sont à la fois géométriques, spirituels et technologiques. Peut-être que les outils des anciens n'étaient pas en métal, mais en connaissances pures, transmises oralement, dans des écoles secrètes, des castes de bâtisseurs initiés. Enfin, une hypothèse plus audacieuse, mais que l'on ne peut balayer sans réflexion. Et si les anciens possédaient une technologie non matérielle? Des théories alternatives parlent de sonorité résonante. Certains temples ont des propriétés acoustiques étranges. Des chants ou des sons graves pourraient avoir servi à affaiblir la densité des pierres. Lévitation acoustique ou magnétique. Des recherches modernes montrent qu'il est possible, à très petite échelle, de faire léviter des objets avec des ondes sonores. Des savoirs ésotériques, liés à une compréhension de l'énergie et de la matière différente de la nôtre, peut être venus d'ailleurs? Bien sûr, ces idées sont rejetées par la science dominante. Mais lorsque les faits dépassent les explications traditionnelles, il faut avoir le courage de considérer l'impensable. Le terme « ligne de Ley » a été introduit en 1921 par Alfred Watkins, un photographe et archéologue amateur anglais. Lors de ses explorations dans la campagne britannique, il a constaté un fait étrange. Plusieurs anciens sites mégalithiques, collines sacrées et églises semblaient parfaitement alignés sur des lignes droites, parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres. Watkins en déduit que ces alignements n'étaient pas fortuits, mais relevaient d'un ancien système de cartographie énergétique oublié depuis des millénaires. Ces « ley lines », comme on les appelle, traverseraient toute la planète, reliant des pyramides, des temples anciens, des menhirs, des cercles de pierre, des tombeaux royaux, et parfois même des villes modernes bâties sur des sites anciens. Le plus troublant, ces lignes semblent suivre des schémas mathématiques et géométriques complexes, souvent liés à l'astronomie. Prenons quelques exemples saisissants. Il existe une ligne géodésique parfaite qui relie la pyramide de Khéops, Égypte, les lignes de Nazca, Pérou, l'île de Pâques, Pacifique, le temple d'Angkor Wat, Cambodge, le mont Kailash, Tibet, et même le Machu Picchu. Tous ces sites, répartis sur des milliers de kilomètres, se trouvent alignés sur une même trajectoire circulaire autour du globe, une ligne parfaite à 30 degrés de l'équateur. Comment est-ce possible?
Les anciens disposaient-ils d'une connaissance avancée de la géométrie terrestre, d'une vue globale de la planète avant même que l'on invente les satellites? En Angleterre, des lignes droites relient Stonehenge, Avebury, Glastonbury Tor, Silbury Hill et des dizaines d'anciens sites celtiques et druidiques. Ces alignements suivent parfois des trajets solaires ou lunaires, comme le lever du soleil au solstice d'été, suggérant une maîtrise astronomique poussée. Et si tous ces alignements ne formaient pas qu'un simple motif, mais plutôt une grille énergétique planétaire? C'est l'hypothèse de la grille de la Terre sacrée, défendue par plusieurs chercheurs alternatifs. Ils suggèrent que la Terre serait entourée d'un réseau énergétique naturel, comme un champ magnétique structuré. Ce réseau serait connu des anciens, qui auraient construit leurs sites sacrés sur des nœuds d'énergie ou des points de confluence. Ces points auraient des effets physiques et spirituels réels, comme l'amplification des sons, des ondes cérébrales, ou même des états modifiés de conscience. Certains sites, comme les pyramides de Bosnie, émettent des ondes électromagnétiques mesurables encore aujourd'hui. À Sedona, aux États-Unis, des visiteurs ressentent des effets physiques inhabituels dans certaines zones précises. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Ce qui frappe le plus, c'est la précision avec laquelle ces anciens sites sont alignés. Selon les axes des solstices et équinoxes, en fonction des constellations, Orion, Sirius, Pléiades, et avec une connaissance parfaite du méridien, de l'équateur et des pôles. Mais comment? Comment des civilisations sans télescope, sans avions, sans satellites, pouvaient-elles calibrer leur construction à l'échelle planétaire? À Gizeh, la pyramide de Khéops est orientée à moins de 0,05 degrés du nord vrai, un exploit que la technologie moderne peine à reproduire. Est-ce le fruit de l'observation millénaire? Ou d'un savoir hérité d'une époque encore plus ancienne, d'une civilisation mère aujourd'hui disparue? De nombreux témoignages modernes parlent de changements de perception en visitant certains de ces lieux. Sensation de flottement, perte de la notion du temps, éveil spirituel intense, communication intuitive. Certaines recherches suggèrent que les ondes électromagnétiques naturelles de ces zones peuvent interagir avec le cerveau humain, notamment avec la glande pinéale, considérée dans de nombreuses traditions comme le troisième œil. Est-ce que les anciens bâtissaient sur ces lignes pour favoriser des états de conscience modifiés? Pour se connecter au cosmos? À une forme de connaissance supérieure? On ne peut s'empêcher de penser à certaines traditions. Les temples de l'Inde comme portails vibratoires, les pyramides comme résonateurs énergétiques, les cathédrales gothiques elles-mêmes construites selon les mêmes principes. Certains géobiologues affirment que la Terre possède un réseau naturel d'énergie comparable à un système nerveux planétaire. Ces lignes seraient comparables aux méridiens d'acupuncture du corps humain. Des points précis où l'énergie terrestre s'intensifie, formant des chakras de la Terre. Les anciens, avec une sensibilité plus fine au monde naturel, auraient perçu ces lignes intuitivement ou rituellement, et en auraient fait le socle de leur urbanisme sacré. Aujourd'hui encore, les radiesthésistes affirment pouvoir détecter ces courants d'énergie à l'aide de baguettes, de pendules ou d'instruments de mesure très sensibles. Cette exploration des alignements sacrés nous révèle une vérité troublante. Les anciennes civilisations n'étaient pas seulement des bâtisseurs. Elles étaient des alchimistes de l'espace, des cartographes de l'énergie, des architectes du sacré. Elles savaient ce que nous avons oublié, que la pierre, le lieu, la lumière et l'énergie doivent danser ensemble pour créer un espace vivant. Un espace capable de guérir, d'éveiller, de connecter l'homme au ciel et à la terre. Commençons par quelques chiffres vertigineux. Le trilithon de Baalbek, Liban. 3 blocs dans le mur du temple de Jupiter. Chaque pierre pèse environ 800 à 1000 tonnes. L'un des blocs encore dans la carrière voisine, le célèbre Hadjar al-Hibla, ou pierre de la femme enceinte, est estimé à 1200 tonnes. Et pourtant, ces blocs ont été taillés, transportés et positionnés il y a plus de 2000 ans, sans grue, sans moteur, sans acier. Les pierres d'Ollantaytambo, Pérou. Des blocs de 60 à 90 tonnes, taillés avec une précision chirurgicale. Transportés à travers une vallée escarpée, puis hissés à plus de 2700 mètres d'altitude. Le Grand Sphinx d'Égypte.
sculptés dans une seule masse calcaire de près de 20 mètres de hauteur et 73 mètres de long. Autour du sphinx, certains blocs extraits pèsent plusieurs centaines de tonnes, déplacés pour former des murs. Ce n'est pas juste de la force brute. C'est une logistique maîtrisée, une connaissance avancée du centre de gravité, de l'équilibre, des matériaux, et peut-être autre chose. La plupart des archéologues officiels avancent quelques hypothèses. Traîneaux en bois, rouleaux de troncs d'arbres, cordes végétales, rampes de terre ou de briques crues, et beaucoup d'ouvriers. Mais ces idées se heurtent à plusieurs problèmes majeurs. Le poids des pierres briserait les rouleaux en bois. Dans certains cas, aucun arbre n'existait dans la région, comme sur l'île de Pâques. Les pentes sont parfois trop raides pour qu'une pierre de plusieurs centaines de tonnes puisse être hissée sans technologie moderne. Aucune rampe n'a jamais été retrouvée sur les sites, ou alors, elles auraient été plus grandes que les monuments eux-mêmes. La précision d'assemblage dépasse ce que peuvent permettre les outils primitifs. Alors, que reste-t-il? C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Plusieurs chercheurs alternatifs ont exploré l'idée que les anciens utilisaient une forme de science vibratoire oubliée. Des expériences modernes ont prouvé qu'on peut faire léviter de petits objets à l'aide d'ondes sonores puissantes. Certaines anciennes traditions, tibétaines, égyptiennes, péruviennes, parlent de chants sacrés, de tambours, de trompes gigantesques utilisées lors de la construction de temples. En 1939, un ingénieur suédois du nom de Henry Kjellson a rapporté un témoignage selon lequel des moines tibétains auraient soulevé de grosses pierres à l'aide de sons précis émis par des instruments rituels. Des témoins oculaires auraient vu des pierres de plusieurs centaines de kilos s'élever lentement dans les airs. Les anciens connaissaient-ils le pouvoir, des harmoniques sonores, des fréquences de résonance des matériaux, de la vibration de la matière elle-même? La structure cristalline du granit, par exemple, réagit fortement aux ondes acoustiques. Et certaines pyramides émettent encore aujourd'hui des ondes sonores internes, perceptibles à certaines fréquences. Certaines théories vont plus loin encore. Et si les anciens avaient accès à une science de l'antigravité? Des fresques dans les temples égyptiens montrent des objets flottants, des personnages pointant vers le ciel, ou des champs d'énergie. Des tablettes sumériennes parlent de navires volants, les fameux Vimana. Les textes indiens anciens, comme les Védas, décrivent des machines volantes capables de manipuler la gravité par la vibration. Et si ce savoir s'était perdu dans les méandres du temps? Ou avait été dissimulé volontairement? Autre point peu abordé par l'archéologie classique, les traces au sol. Dans certains sites, on retrouve des ornières profondément gravées dans la pierre, comme si des véhicules lourds avaient été utilisés, des pistes rocheuses parfaitement nivelées, des canaux de guidage dans les carrières, comme à Aswan, en Égypte. Ces routes ne semblent pas avoir été faites pour des animaux ou des charrettes. Certains chercheurs y voient la trace de machines inconnues. D'autres y voient des rails, d'un transport préhistorique oublié. Le plus déconcertant n'est pas seulement le poids, mais la précision avec laquelle ces pierres sont taillées et assemblées. À Sacsayhuaman, Pérou, les blocs de pierre ont jusqu'à 30 angles différents, sans boîte, sans mortier, sont si bien ajustés qu'on ne peut même pas y glisser une lame de rasoir. Et cette perfection se retrouve à Gizeh, dans les joints des pyramides, à Petra, en Jordanie, où des temples entiers sont taillés dans la montagne avec une symétrie parfaite. En Inde, où certains temples sont sculptés à l'envers, du haut vers le bas, comme le temple de Kailasa. Aucune trace de plan, d'ébauche, d'erreur. Seulement une précision absolue, comme si les bâtisseurs voyaient le modèle final avant même de commencer. Et si ces civilisations ne travaillaient pas seulement avec leurs mains, mais avec leur conscience? Certains chamans modernes, médiums ou initiés, affirment que les anciens travaillaient en connexion avec la terre, percevaient ses lignes de force et savaient dialoguer avec la matière. Il ne s'agissait pas simplement de bâtir un temple ou un mur, il s'agissait de faire corps avec la pierre, de comprendre l'intention du lieu et de s'y accorder par résonance. L'histoire officielle nous dit que l'écriture est née vers 3000 AVR-JC, en Mésopotamie. Mais cette affirmation est de plus en plus remise en question. Les symboles de Göbekli Tepe. Ce site, vieux de 12 000 ans,
possèdent des gravures de mains, d'animaux, de formes géométriques, des représentations célestes comme des constellations, des représentations humaines stylisées avec des postures étranges. Beaucoup pensent que ces symboles ne sont pas décoratifs, mais symboliques. Des chercheurs ont même proposé qu'il s'agisse d'un langage proto-écrit, destiné à transmettre des concepts religieux, astronomiques ou même technologiques. Tu te souviens de l'alignement des monuments sur les lignes telluriques? Ce n'était que la surface du mystère. Beaucoup de structures anciennes semblent avoir été conçues comme des observatoires astronomiques. Et ces connaissances, transmises par la pierre, sont bien plus précises qu'on ne le pensait. Les 3 pyramides de Gizeh sont alignées avec la ceinture d'Orion. Le temple de Borobudur, en Indonésie, contient des niveaux symbolisant les cycles cosmiques. Les temples d'Angkor, au Cambodge, reproduisent la position des étoiles. Ce que ces civilisations voulaient immortaliser, c'était peut-être la position du ciel à une époque précise. Et certains pensent qu'ils ont voulu prévenir d'un événement cosmique à venir. Un retour, un alignement, une porte ouverte? Et si ces monuments ne transmettèrent pas leur message par des mots, mais par la géométrie sacrée, la géométrie de la conscience? De nombreuses structures anciennes obéissent à le nombre d'or, 1618, le nombre pi, 3416, le nombre phi, les proportions de Fibonacci, le rapport 4.3.2.1, présent dans le temple de Salomon ou les Védas. Ces proportions ne sont pas arbitraires. Elles représentent l'harmonie universelle. On les retrouve dans le corps humain, les plantes, les galaxies, les ondes sonores. Et donc, les temples, les pyramides, les mégalithes pourraient être des résonateurs de conscience, conçus pour éveiller l'esprit de celui qui y pénètre. Des spirales, des croix, des cercles, des yeux, des animaux hybrides, tous ces symboles se retrouvent en Égypte, en Mésopotamie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie. Exemple, l'œil qui voit tout. Chez les Égyptiens, l'œil d'Horus. Chez les francs-maçons, l'œil dans la pyramide. Chez les Mayas, des dieux avec un seul œil flamboyant. Un seul message, répété à travers les âges, un rappel d'une connaissance antérieure à l'histoire officielle? Dans plusieurs sites, on retrouve ce motif étrange. Des portes creusées dans la montagne. Mais qui ne mènent nulle part? En Bolivie, la porte du soleil, à Tiahuanaco. Au Pérou, la puerta de Ayumarca. En Égypte, des fausses portes dans les temples. Pourquoi tant de travail pour une porte qui ne s'ouvre pas? Les traditions locales parlent de portails dimensionnels, de passage vers le monde des dieux. Certains chamans disent qu'il est possible de traverser ces portes en état modifié de conscience. Et si ces portes symboliques étaient conçues pour le voyage de l'âme, pas du corps? Et si les bâtisseurs avaient conçu leurs édifices pour émettre un message inaudible à l'oreille humaine, mais perceptible à un autre niveau? L'effet acoustique des temples. Dans la chambre du roi à Gizeh, certaines fréquences déclenchent des résonances inhabituelles. À Machu Picchu, des scientifiques ont mesuré des ondes vibratoires permanentes dans certaines salles. En Inde, certains temples sont construits sur des fréquences précises en lien avec les mantras. Certains pensent que ces lieux agissent comme des instruments de musique géants, conçus pour réaccorder l'esprit humain. La transmission de la connaissance sacrée n'a jamais été publique. En Égypte, seuls les initiés avaient accès aux chambres secrètes. En Inde, les Siddhas gardèrent les secrets des vibrations et de l'architecture divine. Chez les Grecs, les mystères d'Éleusis promettaient la transformation de l'âme. Mais nul n'avait le droit d'en parler. Et si les monuments anciens n'étaient pas juste des lieux de culte, mais des outils de transformation intérieure? Des codes visuels, sonores, symboliques, destinés à réveiller quelque chose en nous? Ce que les anciennes civilisations nous ont laissé n'est pas qu'un amas de pierres. C'est un langage multidimensionnel à la croisée. De l'astronomie, de la géométrie, de la musique, de la spiritualité. Un langage oublié, parce qu'il ne parle pas à notre logique, mais à notre intuition, à notre connexion à l'univers. Compte en commun, l'Atlantide, chez Platon, l'île de Mu, ou Lemuria,
chez les ésotéristes victoriens, Kumari Kandam, dans les écrits tamouls, les âges du monde chez les Aztèques ou les Mayas, les cycles chez les hindous, Yuga, tous racontent la même chose. Une civilisation ancienne, ultra avancée, disparue dans une catastrophe planétaire. Dans les textes anciens, l'Atlantide, un continent technologiquement supérieur, englouti en une nuit. Les textes indiens parlent de Vimanas, vaisseaux volants, armes à rayons, cataclysmes nucléaires. Les Dogons du Mali affirment que leurs ancêtres venèrent de l'étoile Sirius B, invisible à l'œil nu jusqu'au XXe siècle. Les Mayas et Aztèques décrivent plusieurs mondes détruits avant le nôtre, par le feu, l'eau ou les cieux. Et si ces mythes n'étaient pas des contes, mais des souvenirs, des fragments d'une mémoire ancienne, la carte de Piri Reis, 1513, montre les côtes de l'Amérique du Sud, et surtout l'Antarctique sans glace avec des montagnes, sous la calotte actuelle. Ce détail n'a été confirmé qu'en 1958, lors d'une étude sismique moderne. Comment Piri Reis, amiral ottoman, aurait-il pu dessiner cela? Il affirme lui-même avoir compilé des cartes bien plus anciennes. Des sources antiques, une connaissance préglaciaire, ou le vestige cartographique d'une civilisation globale oubliée. Certaines théories plus audacieuses suggèrent que cette sagesse n'était pas de ce monde. Les Anunnakis. Dans les tablettes sumériennes, les Anunnakis sont des dieux venus du ciel. Ils enseignent l'astronomie, la métallurgie, l'agriculture. Ils construisent avec les humains. Ils quittent la Terre, en promettant de revenir. Des archéologues alternatifs comme Zecharia Sitchin ont proposé que ces entités soient en réalité des êtres extraterrestres. Fantaisistes? Peut-être. Mais que dire alors des crânes allongés retrouvés au Pérou, en Égypte ou au Caucase? Des sculptures d'êtres casqués avec des combinaisons? Des vaisseaux volants dessinés dans des temples hindous? Des pistes d'atterrissage géantes visibles uniquement du ciel, comme les lignes de Nazca? Et si les anciens utilisaient une forme d'énergie que nous n'avons pas encore redécouverte? Nikola Tesla en parlait. L'énergie libre. Des ondes présentes partout, récupérables via certaines structures. La grande pyramide de Gizeh contient des chambres pouvant générer des champs électromagnétiques. Des traces de micro-ondes ont été mesurées à Teotihuacan, dans la pyramide du Soleil. Les temples de l'Inde, avec leurs dômes et spires, semblent capter des ondes cosmiques. Et si ces bâtiments étaient des antennes, des transformateurs d'énergie cosmique? Des machines spirituelles? L'ADN humain contient des fragments non identifiés. Certains scientifiques évoquent des modifications anciennes dans nos gènes, des sauts d'évolution étrangement rapides, une origine hybride encore inexpliquée. Et des mythes partout dans le monde parlent de dieux qui créent l'homme à leur image. Sumer, Égypte, Inde, Dogon, Opis, tous affirment que les premiers humains ont été façonnés par des êtres supérieurs. Sommes-nous les héritiers directs ou les enfants des survivants d'un monde disparu? Si ce savoir a existé, pourquoi a-t-il disparu? Hypothèse. Cataclysme, déluge, chute d'astéroïdes, inversion des pôles. Conflits mondiaux préhistoriques, choix délibérés. Cacher un savoir dangereux. Et peut-être parce que ce savoir ne devait pas être entre toutes les mains. Toutes les traditions parlent de gardiens. Les initiés égyptiens, les moines tibétains, les sorciers amérindiens, les alchimistes d'Europe. Ils transmettent oralement, symboliquement, rituellement, des fragments d'une sagesse bien plus ancienne. Et si ces lignées étaient les dernières lanternes d'un feu éteint il y a des millénaires? Et voilà. Tu viens de traverser avec nous un voyage exceptionnel, un périple à travers le temps, les civilisations perdues, les mystères de la pierre et les profondeurs oubliées de l'histoire humaine. Tu as tenu jusqu'au bout de cette aventure. Et pour ça, merci d'avoir accordé ton temps, ton attention, ta curiosité. Merci d'avoir ouvert ton esprit à l'inconnu, à l'inexpliqué, à ce que beaucoup préfèrent ignorer. Ici, sur Mystère et Savoir, on croit profondément que les grandes vérités se cachent souvent derrière les plus grandes énigmes. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que toi aussi, tu fais partie de ces esprits rares. Ceux qui osent chercher, remettre en question
explorer sans relâche. Tu es un chercheur de vérité, un éveilleur de conscience, un gardien de la mémoire oubliée. Alors vraiment, merci de faire partie de cette communauté grandissante. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires et ta fidélité. Chaque soutien, chaque message, chaque retour que tu nous laisses nourrit cette mission, celle de réveiller les consciences et d'ouvrir les yeux sur l'incroyable richesse de notre passé. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et surtout, continue de te poser des questions, continue de douter, continue d'apprendre, parce que c'est ainsi que la vérité finit toujours par émerger. À très bientôt pour de nouveaux mystères. Et d'ici là, n'oublie pas, la connaissance commence là où les certitudes s'arrêtent. Merci encore, de tout cœur. À bientôt sur Mystère et Savoir.